Monsieur, monsieur le professeur, je ne vais pas vous présenter à vous-même. Euh, je crois que vous avez suivi un peu la présentation que j'ai faite en portugais. Vous m'entendez? Je vous Vous entends. m'écoutez là? Oui. Bon. Et là, tout à l'heure, vous avez dit à propos de Miguel Portes qu'il est mort dans vos bras. Ouais. Donc, on va vous écouter avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et Najla, je ne sais pas si vous connaissez le professeur El Carré. Bon, mais Non. moi, j'ai googlé et c'est très, très intéressant. Les politiciens, le politologue et le gastro. Et donc, on va l'écouter avec beaucoup d'intérêt, je m'imagine, de la part de nous tous. Exactement. Não é? Então, vamos ouvir o Rodolphe El Carré. Comment est-ce que vous prononcez votre nom? C'est comme ça, El Carré. En arabe, en arabe. On peut pas, en français, on ne peut pas prononcer le ha, le Al-Qareh en arabe. C'est le nom, un des noms du lion, si on veut savoir ce que ça signifie. Écoutez, pardon, la même chose que j'ai dit pour Najla tout à l'heure. Oui. Si vous voulez vous présenter des aspects de votre biographie dont je n'ai pas parlé, c'est parfait. C'est intéressant pour nous. Je vous remercie beaucoup. Vous avez mis le personnel, le politique, la gastronomie, l'académie, etc. ensemble. Ça va. Je vous remercie pour la présentation. À propos de mon nom, ma famille appartient à la deuxième tribu christianisée au 1er siècle de notre ère au Yémen. C'est-à-dire que nous avons un très long patrimoine derrière nous. Mais ça, c'est une autre affaire. L'autre question, c'est que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Est-ce que je vais trop vite là ou ça va? Ça va? Avec beaucoup d'attention, tout ce que les collègues et les amis ont dit à propos de Miguel, et je crois qu'il y a une ligne directrice qui traverse tout ce qui s'est dit et qui aussi traverse ce que je vais dire moi-même, c'est que c'est difficile, quand on est l'ami de Miguel, de séparer le personnel du politique. Parce qu'il y a toujours une imbrication quelque part. Et pour notre ami qui a parlé de l'accompagnement de Beyrouth, pour la petite histoire, Miguel était à Beyrouth, moi j'étais au téléphone et je le suivais quasiment à la trace pendant la guerre de 2006, en parenthèse que nous avons, nous, gagné contre nos agresseurs, pour la faire courte. Je crois que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Miguel, maintenant que ça fait 8 ans qu'il nous a quittés, c'est de rappeler l'esprit qui nous rassemblait, l'esprit qui l'animait, et peut-être c'est ça qui a fait que lorsque nos chemins se sont croisés en 2005, nous avons retrouvé un même état d'esprit. Nous avions globalement les mêmes valeurs, mais surtout, nous avions la même méthode. Et cette méthode, je voudrais l'utiliser, si vous permettez, aujourd'hui, non pas pour reprendre ce qui a été dit et qui m'a beaucoup touché, mais surtout pour lancer des pistes de réflexion dans le cadre de la problématique qui a été posée, et je les ai imaginées comme si je les discutais moi-même avec Miguel, parce que nous avons eu d'énormes discussions sur certains points, nous n'avons pas été d'accord, heureusement. Sur d'autres, beaucoup de points, nous avons été d'accord. Et sur un point en particulier, c'est-à-dire cette horreur qu'on a appelée les printemps arabes, entre guillemets, parce que j'ai moi ma vision personnelle des choses, et je ne pense pas qu'elle soit loin de la réalité. Ça a été en fait un horrible hiver de destruction des sociétés arabes, mais je pense, malgré toutes les tragédies, que ce soi-disant printemps arabe n'a pas réussi. Miguel a rechangé de position au bout de 2 ou 3 années. Sur cette méthode, je voudrais revenir sur un point avant d'entamer les différents points que je voudrais soulever dans mon intervention. Cette méthode, ça consistait à analyser, à comprendre, mais surtout après à agir. C'est-à-dire qu'on ne se contentait pas uniquement de parler, d'analyser. Et ce qui nous intéressait, et c'est là où je crois que je me suis retrouvé avec Miguel,
si on ne peut utiliser le mot intellectuel, allez, admettons-le, mais on n'avait pas on n'avait pas peur de mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire d'aller là, dans la réalité et d'essayer de trouver des solutions. Et ça, c'était très important parce que ça nous permettait de ne pas nous enfermer dans une culture idéologique qui faisait qu'on se faisait plaisir en discutant entre nous, mais qu'on n'avait aucune prise sur le réel. Et ça, on l'a pratiqué quasiment, Miguel et moi, dans beaucoup d'actions que nous avons menées ensemble autour de la Méditerranée, au Mashrek, et sur un tas de questions qui nous ont associés. Et ça nous permettait surtout d'aller vers les autres, et notamment ceux qui ne pensaient pas comme nous, pour pouvoir retrouver un espace d'interface, un espace qui puisse nous associer pour faire bouger les lignes, même avec des adversaires. Et ça, on l'a pratiqué au Parlement européen. Moi, c'est ma méthode de travail. Je fais des analyses, j'écris, je publie, etc. Je dis ce que je pense. Mais après ça, je dis il faut agir. Il faut agir pour changer les choses, pour faire en sorte que, comme je disais, ne pas s'enfermer dans une culture idéologique bloquée, s'ouvrir et faire avancer un programme avec des gens avec qui on pouvait s'allier, etc. Et c'est une méthode de travail que je crois Miguel a essayé de faire au Portugal et ailleurs qu'au Portugal. Les quelques points que je voudrais soulever, ce sont les suivants. Premièrement, concernant l'Europe et la Méditerranée. Et notre collègue de tout à l'heure a eu tout à fait raison de savoir, de poser la question, qu'est-ce que c'est l'Europe? Parce que d'un côté, on parle de l'Europe, de l'autre côté, on parle de l'Union méditerranéenne, de l'Union européenne. Ce sont deux choses tout à fait différentes. D'un côté, c'est une approche, j'allais dire, culturelle et historique. D'un autre côté, nous avons des institutions. Je ne vais pas entrer dans l'aspect culturel de l'Union européenne, de l'Europe, ça c'est une autre affaire. Je voudrais parler de l'Union européenne, c'est-à-dire d'une institution associative, d'une construction politique qui existe maintenant depuis à peu près 50 ans, avec des phases successives, et qui aujourd'hui, à mon avis, arrive à un point charnière de son histoire et de sa présence politique dans le monde. Le premier point que je vous soulevais, c'est les accords Euromed de Barcelone, auxquels j'ai personnellement participé, mais j'avoue que j'ai gagné en 1995, j'ai perdu une bataille. 10 ans plus tard, on est venu nous dire c'est vous qui avez gagné la bataille, mais avec 10 ans de différence. Pourquoi? Parce que ce que nous disions à l'époque, lorsqu'on a voulu construire les liens avec la Méditerranée, c'était que ces pays sortaient d'une situation qui n'était pas du tout égalitaire par rapport à la situation de l'Union européenne. Ça ressemblait un peu, sans faire des analogies simplistes, à la question qui s'était posée lorsque l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Grèce avaient intégré l'Union européenne dans le cadre d'une dynamique particulière, mais que dans le cadre de cette dynamique, les uns ont fait un effort pour rejoindre les autres et les autres ont ralenti leur rythme parce qu'eux avaient fonctionné sur un autre rythme pendant une période déterminée. Mais ça, il y avait une conjoncture qui était favorable. Ce que nous disions tout à l'heure, c'est qu'il fallait aider les pays de la Méditerranée, et je parle bien des riverains de la Méditerranée, c'est-à-dire les pays du Mashrek, du Maroc jusqu'à l'Irak, parce que nous baignons tous dans la Méditerranée. Et je ne parle pas du tout, je ne veux pas faire ici des chants lyriques sur la Méditerranée, parce qu'on en a eu suffisamment de chants lyriques, et à mesure qu'on nous chantait, on nous jouait la Méditerranée idyllique, les riverains s'éloignaient, l'Europe s'éloignait, et les crises augmentaient et explosaient. Je voudrais sur ce point, et je pense que notre amie tunisienne devrait, je pense, écouter ce que je suis en train de dire, notamment sur ce qui concerne la Tunisie. À l'époque, la grande panacée, c'était dans le cadre du début de la mondialisation, l'effondrement du système des blocs. Moi, je ne dis pas la fin de l'URSS, ça c'est une autre affaire. Je dis l'effondrement du système des blocs, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé si on ne le comprend pas dans sa relation avec ce que les Américains et les Atlantistes appelaient le monde libre.
Eh bien, ce qu'on nous a servi à l'époque à Barcelone, c'était l'idéologie des IDE, les investissements directs étrangers. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que parce qu'on n'a pas tenu compte des structures locales, parce qu'on n'a pas tenu compte de l'intérêt des sociétés, des peuples et des États, on a mis un modèle idéologique sur le plan économique qui a abouti à détruire toutes les structures productives des États du sud de la Méditerranée. Le cas de la Tunisie est un des exemples les plus flagrants. Ceux qui ont été les moins touchés, c'est peut-être l'Algérie, mais il y a eu cette forme de spécialisation, entre guillemets, et il y a eu surtout des hérésies sur le plan méthodologique. Et je termine ce point en particulier en disant qu'à l'époque, il y a eu un grand débat avec Pascal Lamy, qui était directeur général de l'OMC. Moi, j'ai eu personnellement une polémique avec lui. Monsieur Lamy, pour la faire courte, comme on dit, disait si les États du sud de la Méditerranée et les sociétés veulent comment dire, atteindre un certain niveau de développement, il faut qu'ils s'alignent sur les normes de l'Union européenne. Et moi, j'ai répondu à l'époque, Monsieur Lamy, nous sommes des partenaires, mais nous ne sommes pas des vassaux. Et un exemple très simple de ce côté-là, pour vous donner un exemple, si vous avez parlé tout à l'heure de gastronomie, c'est un exemple agricole. Si on devait suivre les directives et les normes de l'Union européenne en matière de production de l'huile d'olive, on aurait dû suivre les directives qui ont échoué finalement, et Miguel et moi, on a joué un rôle important dans cette affaire, pour centrifuguer, vous êtes portugaise, vous savez ce que c'est l'huile d'olive, pour faire de la centrifugation dans des machines en inox, alors que la tradition et la culture de l'huile d'olive, c'est de donner du temps au temps pour séparer l'huile de l'eau. Et si on avait accepté ça, toute la tradition méditerranéenne d'huile d'olive au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce, au Liban, en Syrie, aurait disparu. Donc, il faut réfléchir un peu à cette dynamique qui nous a amené à la situation actuelle. Le deuxième point, c'est la crise de la pandémie que je voudrais soulever. La crise de la pandémie du coronavirus, du Covid-19, comme on l'appelle, etc., et qui a joué un rôle révélateur dans ce que est devenue l'Union européenne. En fait, cette crise de la pandémie, elle a mis en évidence toutes les tares de l'Union européenne. Je ne dis pas que l'Union européenne est à prendre et à jeter. Je ne dis pas du tout ça, mais je dis que tout ce qui était masqué est apparu. Les égoïsmes, les inégalités, les fractures entre ce qu'on a appelé le Sud et le Nord, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour faire une fracture géographique. Je pense que c'est plus, sans du tout tomber dans les travers culturalistes, parce que je suis contre le culturalisme sur le plan de l'approche des sociétés. Le culturalisme, c'est des sociétés figées, c'est pas du tout ça, mais il y a quand même quelque part un substrat culturel. Ce n'est pas un hasard si cette ligne de fracture est passée entre, d'un côté, globalement, l'Allemagne et les Pays-Bas, et d'un autre côté, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et, d'une certaine manière, la Grèce. Ce sont deux approches de l'être humain et de l'économie qui sont différentes. Une des caricatures, ça a été la politique menée notamment par les Pays-Bas et qui continue aujourd'hui, qui était basée sur le darwinisme social et sur la loi de la horde, c'est-à-dire que le plus fort demeure en vie et poursuivre sa vie, ce qui est une folie complète, d'une part, et ce qui est une transgression totale de toutes les valeurs que l'Union européenne nous chante à tort et à travers le monde sur les droits humains, sur les droits de l'homme, entre guillemets, etc., etc. En parenthèse, sur la question des droits de l'homme, on reviendra sur cette question, je pense, dans les commentaires à la fin, mais lorsque on veut utiliser les droits de l'homme à des fins géopolitiques, on détruit complètement les droits de l'homme. Le troisième point sur lequel je voudrais revenir, c'est la politique diplomatique de l'Union européenne, si tant est qu'elle existe. Je sais qu'aujourd'hui, M. Borrell, parce qu'il a une culture particulière sur le plan politique, essaye d'imaginer une nouvelle politique. Il essaye de faire tant bien que mal quelque chose, mais il y a quand même la nécessité de mettre les points sur
les erreurs et les errements de cette politique diplomatique. Si nous observons la politique diplomatique de l'Union européenne au cours des 10 dernières années, dans le cadre, au cours des dernières années, si vous voulez, on remarque qu'au fur et à mesure que l'Union européenne avance et qu'elle s'élargit, elle devient de plus en plus atlantiste. Elle devient de plus en plus inféodée à une décision qui vient de Washington. Et ça, je peux vous donner des exemples où certains présidents de commission, pour répondre à certaines questions de députés, ce n'était pas Miguel ce jour-là, ont demandé à leurs assistants d'aller téléphoner au State Department à Washington pour avoir la réponse. Le résultat si vous voulez, de cette dérive atlantiste, c'est que l'Union européenne n'a plus eu de politique étrangère commune d'une part à minima, au plus bas niveau possible. Et cette politique étrangère, elle s'est résumée principalement dans ce qu'ils appellent la politique des sanctions. Et cette politique des sanctions est totalement illégale. C'est une violation totale de la charte de l'ONU et des principes du droit international. Mais c'est aussi, cette politique diplomatique, c'est ce que j'appelle, moi, le degré zéro de la diplomatie. C'est-à-dire aucune capacité à penser les relations internationales, aucune capacité à innover, à réfléchir, non pas dans le sens simplement des intérêts étriqués, mais dans le sens de ce que sont réellement les relations internationales, c'est-à-dire tenir compte des sociétés, des États et des peuples chez nous, entre guillemets, et des intérêts des sociétés, des États et des peuples qui sont nos voisins et au-delà du monde. Et ce qui a été terrible, si vous voulez, dans cette pandémie, à part les égoïsmes, les actes de piraterie, ça a été une horreur de voir comment il y a eu ce repliement et ces tensions qui se sont faites. Ça a été également un suivi, et là je la fais également courte, un suivi de la politique américaine avec des incohérences incroyables. C'est-à-dire que les Européens voudraient que les Américains, ou les États-Unis plutôt, les Américains, aussi des Américains du Sud, voudraient que les Américains les respectent, ou les États-Unis les respectent, qu'ils agissent avec eux, non pas comme avec des vassaux, mais simultanément, où est la cohérence, simultanément sur certains sujets, comme en Amérique latine avec le Venezuela, comme en Syrie, comme avec l'Irak, comme avec la Chine, ils veulent se mettre dans le sillage des Américains. Alors, où est la cohérence d'un côté sur ce plan-là, et surtout, comment est-ce qu'ils peuvent accepter de se mettre dans le sillage d'un régime, et je parle bien du régime états-unien actuel, qui est un régime raciste et suprémaciste, et qui agit principalement sur la base d'actions racistes vis-à-vis de la Chine. Pour ne nommer que la Chine, il y avait la Russie, etc. Et ça va nous amener à un point que je traitais tout à l'heure, c'est que faire pour repenser les relations de l'Union européenne au niveau international. Mais ici, je voudrais simplement faire une petite parenthèse qui me paraît extrêmement importante. C'est que lorsqu'il y a eu la pandémie, les premiers jours, nous avons vu une espèce de montée en puissance d'une tendance humanitariste, qu'on disait oui, le monde va changer, oui, après la pandémie, nous allons tous devenir beaux, gentils, etc. Et en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que chacun a lu la pandémie en fonction de son idéologie, en fonction de sa vision du monde, et a exacerbé les tensions au lieu de les réduire. C'est-à-dire que nous avons vu avec les États-Unis, nous avons vu un État, un pays, un pouvoir, un gouvernement qui avait tendance à exacerber et à renforcer tout ce qui était, qui devait être modifié, si vous voulez, au niveau des relations internationales. C'est-à-dire qu'au lieu de dire nous allons partager notre expérience avec l'expérience de la Chine pour lutter contre la pandémie, au contraire, nous avons entendu le ministre du Commerce américain dire oui, c'est une formidable occasion pour lancer notre commerce et affaiblir les autres. Ce qui signifie que nous avons vu une situation où on fonctionnait avec une situation nouvelle, on lisait une situation nouvelle avec les outils des guerres idéologiques, économiques, politiques antérieures. Et là, ça a été également très grave parce que il y a un deuxième problème qui s'est posé, c'est que là où il faut des solutions innovantes
qui tient compte du fait que tout d'un coup, et ça c'est également le paradoxe, le coronavirus a fait tomber toutes les frontières en tant que virus, mais il a fait fermer toutes les frontières sur le plan humain. Et ça on n'a pas résolu. Pour l'instant, le problème, on est en train de chercher la solution. Ça nous posait aussi également à poser le problème des frontières au niveau européen et au niveau du voisinage européen. Et donc, ça, c'est un problème qu'il faudra traiter et je pense que ça, c'est une piste de travail sur laquelle l'Union européenne pourrait agir, si vous voulez, et réfléchir. Parce que nous n'avons pas vu aujourd'hui beaucoup de réflexions. Pour la faire également courte, la seule chose que nous avons entendue de la part de Mme von der Leyen, c'est de dire oui, comme Hare Krishna, à l'époque, on fait une incantation. Vous allez voir, nous allons continuer à élargir. Nous allons faire entrer le Kosovo et la Macédoine du Nord et je ne sais plus qui dans l'Union européenne, alors qu'il faut réfléchir à la situation interne de l'Union européenne qui risque d'éclater. Et là, évidemment, il faut réfléchir, si vous voulez, du point de vue culturel, à ce qu'a révélé la pandémie, c'est-à-dire une atomisation sociale et une mise en évidence des individualismes. Et là, je profite de cette occasion. Tout à l'heure, je parlais de l'influence culturelle, du substrat culturel de certaines sociétés. Cet individualisme, ce repliement égoïste, on le voit principalement dans certains États du Nord. Sans blesser et sans heurter personne, ces États sont imprégnés d'une culture où l'argent, c'est pourquoi la financiarisation est facile, l'argent prime sur l'être humain. Alors que dans nos sociétés euro-méditerranéennes, j'allais dire, c'est le Portugal, l'Italie, la France d'une certaine manière, l'Espagne, la Grèce, la notion de solidarité sociale et la notion de construction sociale solidaire est beaucoup plus importante. Et je pense que pour l'avenir, ces 4 États, et on l'a vu dans la lettre que Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, a envoyée au président de l'Union européenne et dans certains autres documents qui ont été publiés, il y a 2 visions de l'Europe. Donc, il faut aussi réfléchir, si vous voulez, dans ce sens et voir en quoi le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce d'une certaine manière, peut contribuer à faire avancer l'Union européenne pour qu'elle soit plus unie et non pas qu'elle aille dans le sens de l'éclatement et de la désunion et qu'elle soit une espèce de marché global à minima. L'autre point que je voudrais soulever rapidement, je pense que j'ai pris peut-être un peu plus de temps que vous me donniez, mais je vais essayer de le faire très court. Si vous voulez, c'est quelle relation internationale construire à partir de là. Moi, je crois que d'abord, il y a un lien, ou il y aura un lien de plus en plus fort entre la situation à l'intérieur de l'Union européenne et la présence de l'Union européenne dans le monde. Si l'Union européenne n'est pas capable de résoudre ses problèmes internes, le problème des inégalités, le problème de la solidarité, le problème de la mutualisation, je ne vais pas entrer dans les détails de la dette, ça c'est encore un point qu'on peut, mais dans le fait que s'il y a un espace européen, s'il y a un espace politique européen, il faut qu'on assume la responsabilité globale de cette Union européenne. Et ça, c'est un chantier que l'Union européenne devrait développer, si elle veut développer les solidarités. Et si vous me donnez encore quelques secondes, je voudrais terminer cette partie de l'intervention sur que faire. Que faire d'abord, réviser au niveau de la Méditerranée toutes les relations avec l'ensemble méditerranéen et au-delà. Réviser la politique qui a été menée pendant 6 ans d'éclatement. Nous avons vu l'état de la Libye actuelle après l'intervention militaire due à M. Sarkozy dans une perspective déterminée. Regardez le résultat aujourd'hui. Nous avons vu la situation après l'invasion américaine de l'Irak. Nous avons vu la situation en Syrie, mais heureusement, la Syrie a aujourd'hui tenu malgré les sanctions et malgré le fait que la guerre qui a été lancée contre la Syrie, et là je suis prêt à discuter avec tout le monde, si on veut me parler de changement démocratique, je réponds, ne vous occupez pas
des sociétés du sud de la Méditerranée, laissez-les elles-mêmes créer leur propre mécanisme démocratique, ne vous ingérez pas, parce que votre ingérence est de toute façon une ingérence coloniale. Le soi-disant humanitaire, c'est en fait une manière détournée d'imposer de nouveau une politique de dépendance. Et sur ce point, il y a évidemment des continuités coloniales depuis le 19e siècle et bien avant, mais je pense qu'il faut d'abord arrêter les politiques dites de changement de régime, arrêter de faire pression sur les sociétés, respecter la charte de l'ONU. Et la charte de l'ONU, ce sont des États indépendants et souverains. Et il arrive malheureusement que l'ONU, l'appareil onusien, viole lui-même la charte de l'ONU. Et ceci également est à repenser. Et donc, c'est un énorme chantier qui est en train de s'ouvrir, dans lequel l'Union européenne, ses États, ses sociétés, ses forces politiques, les pays riverains de la Méditerranée, les pays du Mashrek, Irak, Syrie, Jordanie, Liban, la Palestine, là encore c'est une autre affaire dont je n'ai pas parlé sur la situation coloniale en Palestine, mais ça nous amènerait encore plus loin, devraient repenser ensemble l'avenir de leurs relations de voisinage pour pouvoir ensuite exister dans le monde. Ça, c'est un point. Et ici, puisqu'on a parlé de la pandémie tout à l'heure, moi, je fais une proposition que j'ai faite à mon niveau au Liban, au ministère de la Santé, au gouvernement libanais actuel. Et je rassure notre ami, nous allons, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qu'on raconte et qu'on voit sur les caméras, etc., nous allons dans le bon sens aujourd'hui au Liban, même si la situation est extrêmement difficile. Ce que j'ai suggéré, et je terminerai sur ce point, au ministère de la Santé, c'est que puisque nous avons maintenant, nous, une expérience au Liban, que nous avons réussi, pour vous donner une idée très rapide, à juguler la pandémie au Liban. Nous avons uniquement pour une population égale à celle de la Norvège et pour un territoire 20 fois plus, 30 fois plus petit que la Norvège, expérience pour pouvoir non seulement détruire cette pandémie, être victorieux contre cette pandémie, mais surtout jeter les bases d'une nouvelle méthode de relation entre l'Union européenne et les États voisins. Le reste, je vous remercie pour votre patience. Je pense que dans l'intervention successive, il y a quelques points qu'on pourra également développer. Voilà. Demandez à Mme Kodia de ne pas partir avant d'écouter juste cette question. D'accord. Je vous attends avec plaisir. Non, ce que je l'ai dit, ce n'est pas la fermeture des frontières. Je dis qu'il y avait un paradoxe qui consistait à mettre en parallèle l'ouverture globale dans le cadre de la mondialisation et une réponse à une menace globale par la fermeture des frontières et que cela devait nous amener à réfléchir. Voilà, maintenant vous pouvez partir à votre réunion si vous voulez. D'accord, entendu. Merci à vous, c'était vraiment un réel plaisir. J'espère vous voir bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Et à très vite. Merci. Merci, vraiment enchantée de vous entendre, de penser avec vous. Et moi de même. Merci beaucoup. Tout bon pour la Tunisie. Merci, merci pour tous les autres pays aussi, pour le Portugal, pour l'Espagne, pour le Liban. Merci, c'était très gentil. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, alors, monsieur El Carré, Rudolf, oui, c'est vous. Ok. Merci. Je pense que je vais essayer de faire une réponse croisée pour rassembler tout ce qui s'est dit et essayer de répondre aux interrogations en faisant une approche synthétique. J'ai déjà, je pense, sur certains points répondu dans mon intervention sur la question du colonialisme, sur la question de l'hégémonie, etc. C'est pourquoi je veux juste faire une observation concernant l'Europe et maintenant parler un peu plus de ce qui nous concerne, nous, au Mashrek, qui recoupe des problématiques qui sont des problématiques en Europe du Sud, en Amérique latine,
en Extrême-Orient et au niveau des relations internationales. La dynamique qui s'engage aujourd'hui dans le cadre de la crise que nous vivons est une dynamique très complexe qui engage beaucoup d'acteurs. Concernant l'Union européenne, moi je voudrais avancer cette idée, mais je suis tout à fait d'accord sur la question du capitalisme sauvage, sur la financiarisation de l'économie, mais dans l'esprit de mes échanges et de nos travaux ensemble avec Miguel, je dis concrètement qu'est-ce qu'on fait. Moi j'ai une proposition à faire aujourd'hui qui est une proposition que je soumets à vous-même, que je soumets aux États du Sud de l'Union européenne, qui est la suivante. Attendez une seconde, je vous entends très mal. Ah bon, vous m'entendez Je vous entends très mal, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, vous m'entendez bien? Est-ce que c'était… Oui, ça va, merci. Je disais qu'il y avait une proposition que je voulais soumettre à vous-même, aux forces politiques, et qui est aussi une problématique qui peut être soulevée dans le cadre du mouvement qui s'est amorcé au sein des États du Sud pour refuser et pour rejeter la forme idéologique qu'on voulait nous imposer comme solution à la crise et qui venait principalement de l'axe allemand, hollandais et ex-britannique. Aujourd'hui, il y a un problème très clair. Il y a la question de l'économie réelle, c'est-à-dire de l'économie qui est au niveau quotidien des gens. Une des choses pour laquelle il faut se battre, je pense, au niveau de l'Union européenne, et c'est une idée qui doit être soulevée autant par les États que par les sociétés que par les forces politiques, c'est la question de l'économie donc réelle, c'est-à-dire des PME, PMI et de ceux qui vivent au quotidien du travail quotidien, puisque nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la fête des travailleurs et aussi, d'une certaine manière, du travail qui doit être, à mon avis, repensé et qui doit être, si vous voulez, repensé dans le cadre d'un dépassement de la notion de travail telle qu'elle vient du 19e siècle pour aller vers la notion d'activité. Ça, c'est encore un problème théorique qui devrait se poser. Donc, au niveau de l'Europe, je pense qu'il est très important que l'Italie, le Portugal, l'Espagne, etc., qui ont une économie réelle, fassent front contre cette vision macroéconomique des choses qui veut sauver principalement les banques, les groupes multinationaux, au détriment de ceux qui construisent la vie. Il faut être le plus proche aujourd'hui de la vie des citoyens. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous, au Mashrek, c'est-à-dire au Liban, en Syrie, en Palestine occupée, en Irak, etc., pour la faire courte également, le combat que nous menons aujourd'hui est un combat de libération nationale. C'est un combat contre l'hégémonie. C'est un combat contre l'hégémonie, et je le dis très clairement, parce que je l'ai écrit, je n'ai aucune honte à le dire, contre l'hégémonie états-unienne sur cette région du monde, et c'est un combat qui rejoint ce qui se passe en Amérique latine, en Extrême-Orient. Mais c'est un combat complexe, parce qu'il faut simultanément se battre sur le plan social. C'est un combat social, c'est un combat pour l'égalité, c'est un combat pour la justice sociale, pour un monde plus humain, mais c'est aussi un combat national. Et c'est aussi un combat international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je vois qu'on veut mettre les Européens globalement, ou le monde méditerranéen en face de la Chine ou en face de la Russie, je dis que c'est une énorme erreur, parce que nous avons à mener un combat global avec des spécificités locales. Et de ce point de vue, je crois qu'une des réflexions qu'on devrait engager, c'est quelles alliances devons-nous conclure aujourd'hui et avec quelles forces politiques et entre quels États pour faire face à cette hégémonie. Moi, personnellement, je suis un des initiateurs d'un mouvement de construction d'une dynamique associative au sein du Mashrek, c'est-à-dire Liban, Syrie, Jordanie, Irak et au-delà, avec l'Iran, avec la Chine, avec le Pakistan, lorsque nous avons des problématiques et des intérêts qui se recoupent. Et de ce point de vue, je pense que nous avons également des intérêts qui se recoupent avec les forces politiques qui, au sein de l'Union européenne, veulent changer cette hégémonie. Le plus important pour l'Union européenne, c'est de ne plus appliquer le principe des 2 poids et 2 mesures. Je vais vous donner ici rapidement un exemple. Un jour, j'ai eu un débat, j'étais invité à un débat avec Hubert Védrine, que vous connaissez. Il avait demandé que je sois son répondant dans ce débat. Et j'ai, décrit le type de relation
que les États du sud de la Méditerranée et de l'est de la Méditerranée avec l'Union européenne. À un moment, il m'interrompt, il me dit, je peux vous dire, que je peux vous arrêter juste pour dire une chose. Je dis, mais je vous en prie. Il me dit, vous savez ce que vous êtes en train de faire? J'ai dit non, dites-moi. Il me dit, vous êtes en train de décrire, en changeant uniquement les noms, le type de rapport que nous, Européens, avons avec les États-Unis. Ce sont des rapports de dépendance. Et aujourd'hui, cette dynamique complexe, elle nécessite que l'Union européenne se dégage de l'atlantisme, se dégage de l'hégémonie vis-à-vis des États-Unis. On ne demande pas aux Européens d'aller faire la guerre aux Américains. On ne leur demande pas du tout ça. Mais on dit, changeons le type de rapport que nous avons. Regardez, vous avez aujourd'hui aux États-Unis une caricature de ce que sont les États-Unis. Trump n'est pas un accident. Trump est l'expression de ce qui est très profond au sein de la société américaine. Mais ça, c'est également une autre question. Donc, il faut se battre à la fois pour un monde multipolaire. Il faut se battre pour renforcer les forces sociales à l'intérieur de chaque société et il faut trouver les interfaces, les alliances avec des forces politiques avec lesquelles peut-être nous ne sommes pas d'accord sur 50% de leur programme. Mais il y a 50% sur lesquels nous sommes d'accord. Peut-être, et peut-être moins. Je terminerai sur ça. À l'époque, avec Miguel, on se disait, enfin moi je l'ai dit un jour au moment où on travaillait ensemble au Parlement européen, on a réussi à rassembler à travers des intergroupes et à travers des gens qui venaient d'horizons idéologiques tout à fait différents. Et on se dit ensemble, c'est sorti vraiment, si on est d'accord sur 5%, mettons les 95% de côté et travaillons sur ce 5%, parce qu'à ce moment-là, ça nous permettra d'avancer. Et c'est comme ça qu'on a réussi, sur certains sujets, à faire avancer les choses. Un dernier mot. Moi, je souhaite que l'Union européenne, et ça c'est un rôle que vous avez également à jouer, qu'elle soit, je ne dis pas plus humble, mais qu'elle ait un autre type de rapport avec nos États et nos sociétés, qu'elle ne vienne plus nous donner de leçons, parce qu'elle n'est plus aujourd'hui en mesure de nous donner des leçons. Je vous ai tout à l'heure décrit la situation de la santé au Liban par rapport à la Norvège. Ça ne signifie pas que nous ne voulons pas avoir de rapport avec l'Union européenne. Nous voulons avoir des rapports de respect mutuel, avec le respect des souverainetés, avec le respect des indépendances et croiser nos expériences. Voilà. Merci pour votre patience. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je crois qu'on est tout à fait d'accord avec vous, mais bom, eu acho que não sei se é preciso traduzir, mas eu agora estava tão entusiasmada, mas a proposta é sobretudo uma proposta que ele nos faz e é de termos em conta que a economia real, que é preciso pensar o conceito de trabalho contra o que são as visões macroeconómicas, isso por um lado não. E, ao mesmo tempo, levar a cabo um combate contra a hegemonia dos Estados Unidos. E, para isso, a pergunta dele é que alianças devemos fazer, com que forças políticas, para combater essa hegemonia. E, por outro lado, o que ele contou foi que, evidentemente, é aquilo que nós sabemos e que alguém fez notar, é que o que eles sentem, digamos, o que o Mediterrâneo sente em relação à União Europeia, não é? De serem tratados como vassalos e não como parceiros, é o que acontece à Europa em relação aos Estados Unidos.